Bonjour et bienvenue à tous sur l'Éco c'est clair. Aujourd'hui nous allons parler du rôle du progrès technique dans la croissance économique de manière plus profonde et mathématique que ce que je faisais dans les précédentes vidéos. Donc tout d'abord on peut résumer le progrès technique en le définissant comme tout ce qui permet d'améliorer le bien-être des consommateurs. Le progrès technique a donc à la fois une dimension qualitative et quantitative. Donc une dimension quantitative parce qu'il permet de produire des quantités de biens plus importantes avec la même quantité de travail. A l'inverse, il permet aussi de produire la même quantité de biens avec donc moins de travail. La tendance de long terme est à la réduction du temps de travail, ce qui permet à des nouvelles générations de travailler normalement moins que leurs parents ou d'avoir plus de production pour la même quantité de travail. Dans sa dimension qualitative, le progrès technique permet de produire des biens de meilleure qualité, mais aussi de nouveaux biens qui n'existaient pas auparavant. Il augmente donc la variété des biens disponibles, ce qui augmente le choix offert aux consommateurs. L'intuition du rôle du progrès technique remonte au moins à Adam Smith, qui utilisait le fameux exemple d'une manufacture d'épingles pour appuyer son raisonnement. Smith observe que la production par travailleur dans cette manufacture est sans commune mesure avec celle d'un travailleur isolé, grâce à la division des tâches. Selon Smith, le gain de productivité est obtenu grâce à un gain en dextérité de chaque travailleur, à l'économie du temps passé à changer de tâche, ce qui est un gain de temps parce qu'on n'a plus besoin de changer de tâche comme on reste à faire une seule tâche, et à la possibilité d'utiliser des machines qui facilitent et abrègent le travail. On voit donc bien apparaître là l'importance des gains de productivité et du progrès technique. En ce qui concerne la mesure de la part du progrès technique dans la croissance, il faut aller voir Robert Solow, à qui l'on doit la méthode pour quantifier la part du progrès technique dans la croissance. Le problème étant de pouvoir le quantifier alors qu'on ne peut l'observer directement. En pratique, on n'observe en effet jamais que l'exécution de la production et les quantités de facteurs de production utilisés. Il a donc fallu trouver une astuce pour déduire la part du progrès technique à partir des variables observées. L'astuce proposée par Solow dans son modèle, qui utilise une fonction de production agrégée avec, comme on peut le voir ici, K qui représente le capital, L qui représente le facteur travail, Y représentant le revenu et A le progrès technique. L'idée ici est que le progrès vient augmenter la productivité des autres facteurs de production. On appelle ce paramètre la productivité globale des facteurs ou la productivité totale des facteurs qu'on va voir, qu'on met en PTF. C'est ce paramètre que l'on va chercher à mesurer. La méthode repose comme souvent en économie sur des hypothèses. Ici, c'est que la productivité totale des facteurs repose sur la fonction de production et que les liens des rendements d'échelle constants. Donc pas croissant comme on avait pu voir dans la précédente vidéo, mais que si on augmente de 1% quelque chose, par exemple d'un travailleur, alors on va augmenter de 1%, oui, les revenus et la production. Mais pas, ça ne va pas en croissant ou décroître. Donc ce principe est donc très simple. Ça suppose que sur une période donnée, le stock de capital et la population active est augmenté dans la même proportion, par exemple de 1%. En raison des rendements d'échelle constants, la productivité devrait également avoir augmenté de 1%. Supposons que sur la même période, le taux de croissance observé était en fait de 2%. Cela signifie que les variations du stock de capital, de K, et de la population active, L, ne permettent pas d'expliquer la totalité de la croissance, de Y, puisqu'ils ne peuvent être responsables que de 1% de la croissance. Il reste un point de croissance résiduelle qui n'est donc pas expliqué. Si on reprend la fonction de production, ce point de croissance supplémentaire ne peut être dû qu'à une seule chose, une augmentation de la productivité. C'est le principe de la méthode proposée par Solow pour mesurer la croissance de la productivité. Comme on peut voir, avec ces équations fondamentales de décomposition de la croissance, avec G de Y représentant la croissance des revenus, donc de la production, c'est la même chose, alpha K étant la part du capital dans l'économie, GK étant l'augmentation du capital, du stock de capital, 1 moins alpha K étant la part du travail dans l'économie. On peut mettre 1 moins alpha K parce qu'il n'y a que deux facteurs dans son modèle. GL étant la croissance du facteur travail, donc par exemple des travailleurs, et GPTF étant la croissance de la productivité totale des facteurs. Donc, on mesure donc la part de la productivité dans la croissance en lui attribuant toute la croissance que l'évolution des autres facteurs de la production ne peut donc pas expliquer, le GPTF ici.
Voilà pourquoi on parle autant du résidu de Solow que de la croissance de la productivité totale des facteurs. Pourquoi résidu? Parce que c'est ce qui reste dans l'économie, qui n'est pas expliqué par les autres. Mais le problème est que les quantités de facteurs de production ne croissent en général pas dans les mêmes proportions. Les choses se compliquent donc puisque les facteurs ne contribuent pas dans les mêmes proportions à la croissance. C'est pour ça qu'on va donner des alpha k et des 1 moins alpha k pour permettre à chaque facteur d'avoir sa proportion dans l'économie. Donc c'est là qu'intervient la deuxième hypothèse importante de la méthode de Solow. On va supposer que l'économie est parfaitement concurrentielle. Chaque facteur doit donc être rémunéré en fonction de sa productivité marginale. Il n'y a donc pas de rente ou de monopole. À partir de cette hypothèse, on peut montrer que le taux de croissance peut être décomposé pour donner la fameuse équation fondamentale de la décomposition de la croissance, comme je vous ai expliqué. Donc c'est comme on dit, on a pu voir, ça donne la croissance de la productivité totale des facteurs et donc le résidu. Donc c'est cette équation fondamentale qui permet de déduire la part du progrès technique dans la croissance ou le résidu de Solow. On peut voir. Mais l'expression du résidu est probablement préférable à celle du taux de croissance de la productivité totale des facteurs ou progrès technique, parce qu'il s'agit bien ici de la part de la croissance qu'on ne parvient pas à expliquer. C'est par défaut qu'on parle de progrès technique, mais ce résidu peut avoir des origines très diverses. Économie d'échelle, éducation, sans oublier les erreurs de mesure. Oui, parce qu'ici c'est un modèle relativement réducteur et basique où on n'a que deux facteurs, le capital et le travail. Des fois, on peut faire dans des modèles beaucoup plus compliqués d'économie, on peut rajouter d'autres facteurs qui permettent donc de pouvoir avoir une plus grande, de pouvoir mieux mesurer la productivité totale des facteurs, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, dans les années 50, l'économiste américain Moses Abramovitz a souligné que le résidu était une mesure de notre ignorance des causes de la croissance. Il faut donc rester prudent dans l'interprétation de ce résidu. Cependant, il fournit la seule estimation disponible de l'évolution de la productivité d'une économie au niveau agrégé. Il permet en outre d'évaluer la pertinence des théories économiques de la croissance en se livrant à une comptabilité de la croissance. Donc, on va maintenant regarder la part du progrès technique dans la croissance. Par exemple, grâce à ce graphe. Donc, on peut donc utiliser le résidu pour mesurer et comparer la part du progrès technique dans la croissance de plusieurs pays. Le graphique ci-dessous, comme vous pouvez le voir ici, compare les taux de croissance du PIB et de la productivité totale des facteurs en Belgique, en Irlande, dans l'Union européenne et aux États-Unis, de 1980 à 2001. Il ressort de ces données deux faits stylisés qui soulignent les limites des explications de la croissance qui reposent uniquement sur l'accumulation de capital. D'abord, le progrès technique est responsable d'une part très importante de la croissance. Le résidu est ainsi responsable d'un quart à une moitié, voire même plus, du taux de croissance des 4 régions représentées. Deuxièmement, la convergence des productions par travailleur est largement due au fait que les économies initialement plus pauvres connaissent un taux de croissance de leur productivité plus rapide. Ici encore, l'accumulation de capital ne joue qu'un rôle secondaire. On peut bien voir dans l'échantillon que c'est l'Irlande qui a effectué son rattrapage, étant un pays plus pauvre en 1980 que les trois autres ensemble. Oui. Et il a bien vu son taux de croissance du PIB être de 5,75% sur la période. Or, la croissance de la productivité totale des facteurs ne s'est élevée, elle, qu'à seulement 3,03%. Dans les autres pays, la croissance de la productivité est restée comprise entre 0,89% et 1%. On peut généraliser ces observations. On obtient le même genre de résultats lorsqu'on explique les différences de revenus entre pays industrialisés et en développement. Ce qui les distingue, ce sont plus souvent les différences de productivité que les différences de stock de capital. On arrive aux mêmes conclusions lorsque l'on observe des périodes plus longues. C'est notamment le cas pour les 30 glorieuses. Donc c'est la période qui va de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années jusqu'au premier choc pétrolier, dans les années 70. C'est la période qui a vu l'Europe rattraper les États-Unis et avoir une très grosse croissance et un plein emploi. Donc, en effet, sur cette période, on aurait pu croire que cette période de croissance forte était due aux reconstructions d'après-guerre, donc à une accumulation du capital. Ces reconstructions ont sans doute joué un rôle important, mais c'est un rôle malgré tout secondaire.
Même à cette époque, c'est le progrès technique qui était le facteur principal de croissance. De plus, il apparaît que le ralentissement de la croissance observé depuis des années, à peu près à la fin des 30 glorieuses pour les pays développés, est dû principalement à un ralentissement du progrès technique. On peut le voir, le progrès technique a tendance à diminuer, comme on peut voir entre les années 50 et les années 80, sur l'échantillon des pays développés. Et c'est ce qui expliquerait la baisse de la croissance de la production par habitant. Et donc cela remet en cause certaines explications de ce ralentissement qui reposerait que sur la baisse du taux d'épargne. Mais on peut aussi dire que tous les secteurs économiques ne sont pas touchés pareillement par la hausse de la productivité totale des facteurs, donc le progrès technique. En effet, le secteur secondaire, donc tout ce qui est secteur industriel avec les usines, et le secteur primaire qu'on considère c'est l'agriculture ou la pêche et ce genre de choses, seraient les deux secteurs qui auraient vu leur productivité très fortement augmenter sur la période, alors que pour le secteur tertiaire, donc c'est les services, c'est tout le reste, c'est votre coiffeur, les grandes entreprises, la banque, ce genre de choses, l'assurance, tout ce qui n'est pas industriel ou primaire, donc l'agriculture ou la pêche, la productivité a été beaucoup plus faible dans ce secteur-là. On peut voir ça avec la différence entre la hausse de la production d'une usine ou d'un champ en 50 ans, qui a été très forte, et celle d'un coiffeur. Le coiffeur n'a pas énormément augmenté sa productivité, ou seulement marginalement, donc il n'a pas triplé le nombre de clients qu'il peut avoir en une journée, alors que les machines permettent aux usines de produire toujours plus avec autant, voire moins de personnes. Tout comme l'a été la spécialisation dans les usines Fordistes ou Toyotisme. Et on peut voir aussi dans la réalité... Donc il y a aussi, comme on a pu voir, une relation qui démontre que la croissance économique est dépendante de la productivité des facteurs à long terme. Mais il ne faut pas oublier malgré tout que la productivité totale des facteurs, comme on l'a vu, n'est pas la seule variable influençant le taux de croissance. Il y a aussi l'évolution démographique. En effet, plus votre population augmente, donc comme on a vu avant, c'est le facteur L, ici, le GL, ou tout simplement L, grand L. Donc plus vous croîtrez facilement, comme il y aura plus de consommateurs ou plus de main-d'œuvre disponible. Le vieillissement donc de la population dans les pays développés, et en Asie, en Chine principalement, rendrait aussi les gens moins productifs, car les personnes de plus de 50 ans seraient moins productives que les plus jeunes, surtout en ce qui concerne le travail ouvrier et manuel. Donc ce serait une menace pour une future croissance économique dans les pays développés, et ce serait peut-être l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à avoir une croissance aussi forte qu'on a pu avoir dans les années dans les générations précédentes. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse de la part du progrès technique dans la croissance économique. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à réagir, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.